Donc non, c'est bon, on en était bien là. Un nom respecté, donc. Sur le chemin du retour, Roran dit: Il y avait un étranger chez Horst aujourd'hui. Il venait d'où demanda Eragon en donnant un coup de pied contre un bloc de glace. De Terrinford. Et comment s'appelait-il? Dompton. Les jeunes gens marchaient d'un bon pas. Le froid mordait les joues et les yeux. Roran écrasa de ses jambes massives une congère, libérant le passage pour Eragon. Et il n'y a pas de forgeron à Terrinford s'étonna celui-ci. Si, mais il n'est pas assez bon pour exécuter ce dont Dompton a besoin. À savoir? Des outils spéciaux pour son moulin. Il l'a grandi et il m'a proposé de me mettre à son service dès que Horst aura exécuté sa commande. Les meuniers travaillent 4 saisons sur 4, sans interruption. Durant l'hiver, ils moulent à la demande ce qu'on leur apporte. À l'époque des récoltes, ils achètent du grain et le revendent sous forme de farine. C'est une tâche dure, dangereuse. Il arrive que des apprentis meuniers perdent des doigts, voire des mains, écrasés par les meules géantes. Tu vas en parler à Garrot s'enquit Eragon. Oui, confirma Roran avec un sourire amusé. À quoi bon? Tu le connais? Il ne veut pas qu'on parte, ça ne servira qu'à le mettre en rogne. Oublie ça qu'on puisse dîner en paix ce soir. Non, je vais prendre cette place. Eragon s'arrêta brusquement. Pourquoi? Roran lui fit face. La laine des garçons dessinait 2 nuages de bleuets dans l'air glacé. D'accord, continua-t-il. On ne trouve pas d'argent sous le... Ah non, merde, pardon, c'est Eragon. D'accord, continua-t-il. On ne trouve pas d'argent sous le sabot d'un cheval, mais nous nous en sommes toujours sortis jusqu'à présent. Tu n'es pas obligé de partir. Si, j'ai besoin d'argent. Roran se remit à marcher, mais Eragon ne bougea pas d'un pouce. Tu as besoin d'argent? Et pourquoi? Parce que je vais me marier, lâcha Roran en regressant les épaules. Une vague de stupéfaction submergea Eragon. Il se rappelait le baiser de Kakrina et Roran. Avait-il scellé une promesse de mariage? Kakrina? Roran hocha la tête. Tu lui as fait ta demande? Pas encore, j'attends le printemps. Alors j'aurai de quoi bâtir une maison. Et l'épouser. Tu ne peux pas partir maintenant, protesta Eragon. Attends au moins que nous soyons prêts pour les semailles. Non, c'est ces jours-ci qu'il faut que j'aide le meunier. Au printemps, on aura encore plus besoin de moi ici pour labourer, semer et désherber les champs. Et je ne parle pas des 1001 autres tâches qu'on pourra me confier. L'hiver est la meilleure époque de l'année si je veux partir. Sinon, je passerai le reste de ma vie à attendre que les saisons succèdent aux saisons. Garrot et toi, vous vous débrouillerez parfaitement sans moi. Si tout va bien, je reviendrai bientôt travailler à la ferme, avec ma femme. Les cousins repartirent. Eragon, sous le choc de la révélation... Ah non, pardon. Encore sous le choc de la révélation, Eragon oscillait entre colère et stupéfaction. J'imagine que je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance, murmura-t-il. Mais Garrot risque de ne pas accueillir la nouvelle avec le sourire. On verra, grommela Rohan. Les deux presque frères avancèrent sans un mot. Le silence graissait une barrière en creux. Eragon était perturbé. Il lui faudrait du temps avant de considérer le départ de son aîné autrement que comme une désertion. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Rohan ne parla pas de ses projets à Garrot, mais Eragon en était sûr. Il ne tarderait pas à le faire. Eragon retourna voir le dragon pour la première fois depuis que celui-ci lui avait parlé. Il s'approcha de lui avec appréhension, conscient de se trouver devant son égal. Eragon, susurra la voix dans sa tête. Eragon. C'est tout ce que tu sais dire demanda-t-il agacé. Oui. Le garçon plissa les yeux, décontenancé par la réponse, et il s'assit par terre. En plus, il a le sens de l'humour, songea-t-il. Il s'empara d'une brindille qu'il brisa d'un coup sec. La nouvelle du prochain départ de Roran l'avait énervé. Il sentit que le dragon s'interrogeait aussi. Ainsi, lui résuma-t-il la situation à voix haute. Il se mit à parler de plus en plus fort, jusqu'à crier à plein poumon. Il exprima des émotions qu'il avait contenues jusqu'alors, puis il martela le sol en déclarant: Je ne veux pas qu'il s'en aille, c'est tout. Le dragon le fixait, impassible. Après avoir lancé une bordée de jurons, Eragon se frotta les yeux et le regarda à son tour. Tu as besoin d'un nom, décréta-t-il. J'en ai entendu quelques-uns aujourd'hui. Peut-être l'un d'eux te conviendra-t-il? Il chercha dans sa tête les deux qui l'avaient le plus impressionné, les plus nobles, les plus héroïques. Qu'est-ce que tu dirais de Vanillor? Ou du nom de son successeur, Eridor? C'étaient deux dragons de légende? Non,
répondit le dragon, une lueur amusée dans ses yeux étincelants. Eragon. Eragon, c'est mon nom, protesta le garçon en se méprenant. Il réfléchit en se caressant le menton. Si tu n'aimes ni Vanillor ni Eridor, je peux t'en proposer d'autres. Il cita ceux qui lui revenaient en mémoire. Aucun ne trouva grâce aux yeux du dragon. Eragon ne comprenait pas. Chacun des noms qu'il avait prononcés était chargé de gloire et de légende. Et pourtant, le dragon semblait rire de ses efforts. Ne me dis pas que tu n'aimes pas Ingolthold, supplia-t-il. Il a accompli tellement de... Soudain, une idée frappa Eragon. Ah, je vois le problème. Je te propose des noms de dragons, mais tu es une dragonne. Oui. Le garçon énuméra alors les noms de dragonnes dont il se souvenait. Il suggéra Miremel et se corrigea de lui-même. Le nom ne convenait pas, car Miremel était une dragonne brune. Ophélia et Lénora ne convenaient pas davantage. Il allait renoncer quand il se souvint du dernier nom que Brom avait murmuré. Il plaisait à Eragon. Mais qu'en penserait la dragonne? Es-tu Saphira demanda-t-il. Elle brilla sur lui, ses yeux pleins d'intelligence. Au plus profond de son esprit, il sentit la satisfaction de la créature. Oui. La voix silencieuse de la dragonne résonna dans sa tête, comme un écho lointain. Il sourit. Saphira se mit à ronronner. Et oui, les dragons sont mi-dragons, mi-chat. Chapitre suivant, un futur meunier. Le soleil était couché quand vint l'heure du dîner. Le vent soufflait en rafales, secouant la maison. Eragon avait les yeux rivés sur Roran. Il attendait l'inévitable. Son cousin se risqua enfin. On m'a offert du travail au moulin de Terrainford, déclara-t-il. Je compte accepter. Garrot prit le temps de terminer sa bouchée avec une lenteur calculée. Reposa sa fourchette, se recula contre le dossier de sa chaise, puis noua les doigts derrière sa tête avant de lâcher un simple mot. Pourquoi? Roran le lui expliqua, tandis qu'Eragon chipotait dans son assiette. Je vois, murmura Garrot. Il se tut un moment en fixant le plafond. Les jeunes gens s'immobilisèrent dans l'attente du verdict. Et quand pars-tu? Pardon? Une étincelle éclaira le regard de Garrot. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te retenir? J'espérais que tu te marierais un de ces jours. Ce sera bon de voir notre famille s'accroître de nouveau. Et Kakrina a bien de la chance que tu l'aies choisie. La stupéfaction s'afficha sur le visage de Roran, bientôt remplacé par un sourire de soulagement. Alors, quand comptes-tu quitter la maison? Reprit Garrot. Dès que Horst aura exécuté la commande de Dompton. C'est-à-dire? Dans 2 semaines. Parfait. C'est largement suffisant pour nous organiser. Les choses vont changer quand nous ne serons plus que 2 ici. Mais j'espère que nous ne le resterons pas trop longtemps et que tu reviendras vite nous aider, Roran. Garrot se tourna vers Eragon. Tu étais au courant de ces projets? Pas avant aujourd'hui. Et qu'en penses-tu? Je pense que c'est folie. Garrot s'essuya le front. C'est le cours naturel de la vie, rectifia-t-il. Il se leva et lança. Tout va bien se passer. Allez, à chaque jour suffit sa peine. Pour le moment, aidez-moi à faire la vaisselle. Les jeunes gens obéirent en silence. Les jours suivants furent éprouvants. Eragon était sur les nerfs. Il répondait par monosyllabes aux questions qu'on lui posait. Sinon, il se taisait. Les signes du départ de Roran étaient partout. Garrot lui fabriquait un sac, des objets disparaissaient des murs. Eragon avait l'impression étrange que la maison se remplissait de vide. Il lui fallut une semaine avant de se rendre compte qu'un fossé s'était creusé entre Roran et lui. Ils avaient du mal à trouver les mots, et leur conversation sonnait faux. La présence de Saphira agissait tel un baume apaisant sur la conscience irritée du garçon. Avec elle, il pouvait parler sans contrainte. Il lui ouvrait son cœur, et Saphira le comprenait comme personne ne l'avait jamais compris. Au cours des 2 dernières semaines qui précédèrent le départ de Roran, elle ne cessa de grandir de façon spectaculaire. Désormais, elle avait la taille d'Eragon, lequel découvrit un endroit idéal pour s'asseoir sur elle, le levier creux entre le cou et le garrot. C'était là qu'il venait souvent se réfugier le soir. Il flattait l'encolure de sa seule amie et lui enseignait la signification de mots inconnus. Bientôt, le langage d'Eragon n'eut plus de mystère pour la dragonne, ce qui permit aux 2 compagnons de converser plus librement. Pour Eragon, ces moments-là étaient précieux. Saphira était un être complexe, comme tout le monde. Sa personnalité était riche, et parfois absolument pas humaine. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'être sur le même longueur d'onde qu'Eragon.
Ses manières d'agir et ses réflexions révélaient constamment de nouveaux aspects de son personnage. Ainsi, un jour, elle avait attrapé un aigle dans ses serres, et au lieu de le manger, elle l'avait relâché en disant « Celui qui chasse dans les cieux ne devrait jamais finir ses jours comme proie. Mieux vaut mourir en plein vol que périr écrasé au sol. » Le garçon avait prévu de présenter Saphira au sien, mais, après la décision de Roran, il avait choisi de reporter sa propre révélation. D'autant que Saphira ne tenait guère à être exhibée, et comme Eragon était un peu jaloux d'elle, il n'était pas davantage pressé de dévoiler son existence. De plus, dès que celle-ci serait connue, il devrait affronter les cris, les haines et les inquiétudes passionnées de ceux qui auraient eu vent de l'affaire. Ainsi préférait-il temporiser. Il se promit de passer à l'action, après qu'il aurait repéré un signe lui indiquant que le moment était venu. La nuit précédant le départ de Roran, Eragon décida d'aller lui parler. Il longea le couloir qui menait à la porte de son aîné, restée ouverte. Une lampe à huile brûlait sur la table de chevet, peignant de taches chaleureuses les murs couverts d'étagères vides. Les ombres démesurées des colonnes de lit s'étiraient jusqu'au plafond. Depuis le seuil, Eragon observa son frère, qui roulait des couvertures autour de ses affaires. Le futur meunier s'arrêta, prit quelque chose sous son oreiller et le tint dans sa main. C'était une pierre polie qu'Eragon lui avait donnée jadis. Roran approcha le caillou du paquetage, puis se ravisa et le laissa sur une étagère. Eragon sentit sa gorge se nouer. Il s'esquiva sur la pointe des pieds. Et puis voilà, on va s'arrêter là. C'était une session assez courte au final. C'est vrai qu'elle aura duré 10 minutes. Mais on a fait déjà 2 chapitres. Et des fois, les chapitres sont très longs, mais des fois très courts. Du coup, on va s'arrêter là tranquillement pour aujourd'hui. Nous sommes